Wallace et tes bisous incomparables. Wallace, dans les dramas, c'est toi le plus fort. Wallace, malgré des cascades improbables. Wallace, on t'adorera jusqu'à la mort. Bonjour à tous, ici Lucas Pi. Bonjour Aurélie. Bonjour Claire. On peut le ressortir à chaque épisode, car oui, nous déclarons ouvert le cycle Wallace Chung. Venez prier dans le temple de Wallace avec les Lucas-filles. Alors malheureusement, la chasse n'est pas ouverte parce que tu as découvert un secret sur sa vie privée qui t'a bouleversée. Je suis bouleversée, oui. J'avais officiellement surnommé mon fiancé parce que, voilà, on a à peu près les mêmes âges, tout ça. C'était tout à fait légal, si tu veux. Et officiellement, enfin, quand tu cherches sur sa biographie, t'as l'impression qu'il est célib. Ce qui me semblait curieux. Il y a un moment, je me suis dit, quel est le défaut de ce garçon ? Est-il gay ? Que s'est-il passé ? Il y a forcément un loup. Ah bah, oui, il y en a toujours un, c'est Darren Wang. Mais là, voilà, quand même, tous les espoirs étaient permis. Et ben, ils ne le sont plus, car oui, il est marié, il est très marié, très en secret, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. Il le cache. Alors, je ne serais pas en mesure de prononcer le nom de sa chérie. Tu veux faire abstraction de cette information, tu l'as zappé. Je ne veux pas, oui, je ne veux pas le dire. Il est marié. J'avais marqué, tu vois, sur mes notes, 3 points d'interrogation, what the fuck, c'est te dire le choc que ça a été pour moi. Rita, elle s'appelle de son prénom, Essu. Je ne sais pas comment le prononcer, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de consonnes que de voyelles. Ces mots compte triple au Scrabble, tu les niques tous. Et ils sont mariés depuis 2012 et ils ont une petite fille. Voilà, mais sauf que tu trouves que des photos très cachées, très de loin, très très paparazzées. Et finalement, ça lui fait un point commun avec Adam Driver qui... Eh oui, j'allais le dire. On t'en trouve toujours, hein, je constate. C'est quelqu'un qui ne veut pas faire de publicité sur sa vie privée, ce qui est encore une raison d'aimer Wallace Chung, parce que c'est vrai que dans le monde du drama, il y en a qui n'ont pas ce genre de scrupules, hein, notamment sa partenaire de ce drama dont on va parler aujourd'hui. Oui, qui a un nom de porn star. Hein. Moi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. C'est que Angela Baby, je suis what the fuck. Qu'est-ce qui c'est que elle a sévi sur Porntube, RedTube ou je sais pas quoi. Ah, ça peut être Angela Baby ou Angela Cash, hein, parce que c'est vrai qu'elle gagne bien sa vie aussi. Mais elle vient d'une famille déjà friquée à la base, elle, non ? Si j'ai bien compris, Angela Baby. Je sais pas, elle est un quart allemande par contre, hein, parce qu'effectivement, sa mère est chinoise, son père est moitié allemand, moitié chinois. Et son nom viendrait non pas d'une envie de faire du porno, mais parce que c'était son surnom quand elle était enfant. Et c'est vrai qu'elle a un physique qui peut paraître métissé. Alors toi, tu trouves, ça te faisait penser à Angelina Jolie ? Ouais. Ah ouais, Je pense tellement. qu'il y avait l'idée, parce que depuis ses tout débuts, cette actrice qui est une énorme star, hein, en Chine, elle a 98 millions de followers sur Weibo, qui est l'équivalent Facebook, Insta chinois, hein, c'est leur gros truc. Ils n'ont pas Facebook, donc ils ont Weibo. Donc elle est vraiment très suivie, elle a fait un mariage, c'est comme Céline Dion, hein, elle avait dépensé sans compter 31 millions de dollars pour le mariage. C'est plus que le mariage de Kate et William, donc c'est te dire, en sachant que son conjoint, qui était son partenaire à l'écran, ils ont fait des films ensemble, donc ils ont un fils, et ils ont divorcé le 28 janvier de cette année, donc c'est tout frais, tout machin. C'est de l'actualité brûlante qu'on vous livre là. C'est brûlant, donc elle est un cœur à prendre, hein, pour les quelques garçons qui traîneraient ici par hasard. C'est vrai qu'elle a un physique qui fait très occidentalisé, mais depuis ses tout débuts, tout le monde pense qu'elle se fait de la chirurgie esthétique. Il y a toujours des photos qui ressortent d'elle. Il y a des controverses. En fait, on parle plus de son physique que de ses capacités d'actrice, hein, très clairement, si tu cherches un peu d'informations sur elle. Elle est passée plusieurs fois devant des chirurgiens pour attester que non, elle n'a pas fait de chirurgie esthétique. Quand tu regardes des photos d'elle plus jeune, elle a clairement pas la même tronche. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup de poitrine, une grosse bouche, et son visage ne bouge pas beaucoup à l'écran quand même, je vais le dire tout de suite. Ouais, sauf quand elle chiale et qu'elle hurle, où il y a un peu d'émotion qui transparaît, mais sinon... Et en plus, le personnage est quelqu'un qui se contient beaucoup aussi, ce qui, du coup, l'arrange. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal avec son jeu.
d'actrice, quand tu vas sur My Drama List ou dans les commentaires sur YouTube, les gens ont beaucoup de mal avec son jeu d'actrice. Moi, au début, c'était le cas aussi, puis j'ai fini par m'y faire. La voix qui la double est bien choisie. Je trouve qu'elle lui convient tout à fait, à la fois au personnage et puis à la douceur de son physique, etc. Ça matche bien. Finalement, avec Wallace Chung, je pense qu'il aurait il est un peu comme c'est le Oscar Isaac chinois, il aurait de l'alchimie avec un gant de toilette, un gant de toilette, tout ce que tu veux, n'importe quel objet inanimé, animé, à ranimer, enfin bon bref. Mais il devrait le faire jouer tout seul, ce garçon. Il n'y a pas besoin de mettre du monde à côté. D'ailleurs, je n'ai retenu que lui de ce drama. Ce serait embêtant s'il était tout seul parce qu'il n'aurait pas l'occasion d'emballer. Parce que comme vous l'aurez compris avec l'intro de Claire, c'est le roi du bisou dans le monde du drama chinois. Ah ouais, il emballe comme personne. Alors vraiment, c'est des vrais bisous avec la langue et tout, quoi. Ah, il va à fond, lui, hein, oui. Ah ouais. Et donc ses partenaires sont obligés de s'aligner, ce qui fait que ça donne des scènes, ça donne un cachet particulier aux séries dans lesquelles il joue, en fait, parce que la passion, on y croit, quoi. C'est pas deux planches de bois qui se font un béco que plus personne n'ose faire passer l'école primaire quand on expérimente, quoi. Donc, de toute façon, c'est sa marque de fabrique, entre autres, avec un jeu excellent, un physique sur lequel l'âge n'a aucune prise, hein, manifestement. Parce que comme tu l'as dit, finalement, c'est un des plus vieux du circuit qui n'a pas encore basculé dans les rôles de Shifu ou d'empereur bâtard. Il joue encore les protagonistes. Attends, l'empereur. C'est vrai que c'est pas encore les empereurs papa, mais c'est vrai qu'il sera l'année prochaine dans un Love and the Emperor. Tous les espoirs sont fondés là-dessus. Non, mais il est vraiment... il est beau, il joue très très bien. Il emballe très très bien. C'est beaucoup lui qui fait ses cascades aussi, donc il est vraiment dans une belle condition physique, comme la plupart des acteurs chinois, mais il fait pas ballerine, libellule comme Léo Luo. Attends, j'ai ces petits chiffres. Attendez. Ces petits chiffres, ça et là, attention, toi, c'est un grand morceau, hein. Il ne fait pas que 1 centimètre de plus que Bibiche, donc on dit, il a tout sur papier, hein. Il fait 1m83 pour 72 kilos. Et je n'ai toujours pas son 0,6. Et il est de 74. Donc je dirais que c'est un des plus vieux du circuit qui joue encore le rôle principal, qui emballe les gonzesses, qui se bastonne, qui sauve le royaume Trucmuche. Mais du coup, ça amène une certaine maturité à ces personnages. Alors c'est peut-être moins frappant dans Le Général et moi. Je suis même pas sûre qu'on ait dit le titre, heureusement qu'il y a les images, tu vois. Le Général et moi, qui donc ouvre ce cycle consacré à Wallace Chung. Perso, c'est le premier que j'ai vu avec Wallace Chung et ça m'a vendu le mec depuis que je les ai enchaînés. Est-ce que c'est le premier que tu avais vu avec lui, toi aussi ? Oui, c'est ce que je te disais avant, ça a été notre porte d'entrée à toutes les deux dans l'univers de Wallace. Et en fait, comme je te disais également, on ne peut plus trouver de porte de sortie. Tu ne demandes pas où est la sortie. Non, tu la cherches pas. C'est pas un escape game. Tu t'en fous de t'échapper. Non, la seule chose que tu cherches, c'est quels sont les autres dramas. Et j'ai pas forcément regardé tout de suite, mais là, ça va nous permettre de vous en mettre parce qu'effectivement, toi, t'as enchaîné et moi, c'est récemment, j'en ai vu quand même pas mal, j'en avais vu au moins 2 avec lui. Bon, alors c'est pour ça qu'on va peut-être plus s'attarder un peu là sur lui pour des petits détails qu'on va pas remettre à chaque fois, comme justement le fait qu'il est devenu, alors c'est un chanteur à la base, vous me direz comme d'habitude. Alors ça a son intérêt parce que jusqu'à cette année, il a toujours été doublé dans les dramas. Cette année, c'est la première année où on peut le voir dans un drama, tu peux l'entendre dans un drama avec sa vraie voix, son bel accent de Hong Kong cantonais dans le drama Because of Love, dont on vous causera forcément un moment ou un autre, on espère. Ça viendra, bien sûr. Et c'est vrai que jusqu'à présent, si tu veux entendre la voix de Wallace, il faut attendre le générique de fin, parce que ce soit dans ce drama, Le Général et moi, ou dans L'Épée et le Brocard, qui sera le prochain dont on va parler, il le chante. Et donc il avait commencé comme chanteur. Lui, il vient pas d'une famille friquée, il vient d'une famille classe moyenne. Voilà, il a vraiment voulu, il était pas dans ce milieu-là, vraiment voulu faire ça. Mais disons qu'on l'a un peu poussé à faire du drama, parce que c'était la chanson, son gros truc. En 2010, il avait fait Too Late to Say I Love You. Et Too Late to Say I Love You, ça lui a valu tout de suite le statut de culte. Hein, vous verrez pourquoi. On en parlera également. Et si vous êtes curieuse, c'est figure dans le mois drama de février. Donc, vous pouvez voir quelques images et mon ressenti là-dessus. Ça bavouille, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que là, les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Quand on parlait des bisous réussis de Wallace, là, vous pouvez pas passer à côté.
Il avait fait un guest role en 2001 dans Meteor Garden, celui de Taïwan, celui avec Vanessa, probablement. Donc, c'était Vanessa. Ouais. Depuis, il quitte plus la sphère drama. Voilà. Il en a plein en projet, en post-prod. Il arrête pas, quoi. J'ai l'impression qu'il essaie d'en faire un maximum avant de basculer dans la tranche d'âge des empereurs bâtards, tu vois, ou des chifous. Les chifous. Ouais, mais attention, parce que les chifous sont fréquentables, je te rappelle. Ils peuvent pécho. Ça se termine rarement bien pour eux, mais un chifou, je dirais pas que c'est baisable, parce que malheureusement, ils baisent pas beaucoup les chifous, mais néanmoins, tu peux baver sur un chifou, tu vois. Il y a quelque chose. Moi, j'arriverais pas à comprendre s'il fait le chifou, si l'actrice, elle tombe amoureuse d'autre chose que celui-là, tu vois. C'est un truc que je ne pourrais pas comprendre. Quand t'as Wallace dans la pièce, tu peux pas voir les autres, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Ah ouais, il prend tout le spotlight, y compris à ses partenaires féminines parfois. Et là, je dois dire que Angela Baby, elle illumine l'écran, elle aussi. Elle se laisse pas prendre la vedette par Wallace. Et ça, c'était fort appréciable. C'est peut-être pas la meilleure actrice du monde. Ah non. Mais elle a quand même une forme de charisme, de présence. Elle est très très bien mise en valeur dans ce drama. Et son personnage est suffisamment intéressant et atypique pour que, effectivement, on zappe pas les scènes dans lesquelles elle apparaît. Alors, a fortiori, quand ils sont là tous les deux, t'as pas envie de zapper les scènes. Disons qu'elle a une bonne capacité à lancer des regards furibars et à faire la gueule à la Yang Mi, tu vois, façon baïtienne. Je la trouve quand même moins expressive que Yang Mi. Il y a vraiment des scènes où tu le sens vraiment, justement. Alors, on va le dire tout de suite. Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée, ce drama, tu vois, sur Wallace Chung? Bon, visiblement, pour nous, oui, parce qu'on a bien adhéré sur l'acteur. Je dirais pas que c'est son meilleur drama, et je dirais pas que c'est le meilleur drama du monde. Il est mémorable pour plein de bonnes et mauvaises raisons, surtout des mauvaises raisons, parce que c'est très 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 bordélique. Je dirais, dès la première scène, tu te demandes ce que tu fous là, et tu n'es jamais déçu après. C'est un drama qui est long, 62 épisodes, à mon avis, il aurait gagné à n'en faire que 40 selon leur réglementation actuelle, parce qu'à un moment, ça fait trop de répétitions et trop de trucs dont on n'avait pas besoin. C'est adapté, on reste dans la prod, donc il est 2017 ce drama, ça avait fait un super tabac, ça avait cartonné, les gens ont adoré ce drama. Mais il y a tout de suite eu des critiques qui sont à peu près les mêmes que celles qu'on a formulées sur la production. C'est adapté d'un roman de Fang Nong. Alors le titre, mon Dieu. Alors tu comprends pourquoi ils l'ont pas gardé sur la version anglaise, on va dire la traduction anglaise. Donc c'est Lonesome Fragrance Waiting to be Appreciated. Donc un parfum qui attend d'être apprécié. Je pense que c'est plutôt le parfum dans le sens de parfum de la bouteille d'alcool, parce que l'alcool, en tout cas une fragrance liée à un alcool ici joue un rôle. Le titre original, parce qu'on a peur de rien, c'est Gu Fang Bu Tse Chong. Donc voilà. Et c'est un wuxia. Donc forcément, tu sais qu'il y aura du what the fuck au niveau des combats. Ah bah si c'était qu'au niveau des combats, c'est au niveau du scénar que tout est what the fuck. Honnêtement, faut le prendre avec beaucoup de second degré et beaucoup d'alcool. Beaucoup d'alcool ou le doigt sur la touche fast forward. Ah bah tu fast forward. Il y a pas Wallace, fast forward. C'est pas compliqué. Où est mon Wallace J'ai gardé quelques scènes où il y avait la nana et le villainous crush parce que on ne refuse jamais un villainous crush sur cette chaîne. Je le refuse. Objection. On peut en parler après. Alors ils l'ont traduit le général et moi. Bon, ça veut dire qu'on parle du point de vue de la fille. Ce qui est discutable, mais bon, c'est les relations. Alors, si on refait un pitch de base, t'es sur du clan rivaux, ennemi à amant, dans la meilleure acception du terme, puisque elle travaille pour un royaume qui est en guerre contre le royaume pour lequel il travaille. Et ils se fritent pendant tout le temps, sauf que ils se sont rencontrés quand ils étaient enfants. Lui a développé une obsession fatale pour la gamine, parce qu'elle a sauvé la vie de sa mère et lui quand ils étaient en fuite, machin, et lui a donné la broche à cheveux qui permet de la reconnaître 20 ans plus tard. Et quand il l'a rencontrée, il a dit c'est elle. Quand il était enfant, il a dit c'est elle que j'épouserai, je ne lâcherai pas l'affaire. Et malgré que ce soit le mec le plus canon de l'univers, de tous les royaumes, il est puceau. Et il est puceau.
Oh, il a voulu aucune fille parce qu'il voulait celle-là. Coup de bol, elle lui tombe dans les pattes. Et mon Dieu, il la lâchera pas. Donc si t'aimes les mecs possessifs, et là, il y va à fond. Obsédé, possessif, codépendant au dernier degré, là, t'es servi. Moi, je te dirais que c'était un gentil garçon. Mais un bon gars. Par contre, côté bon gars, c'est pas lui le villainous crush. Qui est possessif et obsédé aussi, mais lui, on le shippait pas avec elle parce que qui tu veux shipper en face de Wallace? Il a pas les épaules, Pépère, à côté. Il fait ce qu'il peut, mais... Bah non, il tient pas là. Non, c'est pas possible. En face de Wallace, il y en a pas beaucoup qui arriveraient à... Non, tu ne peux pas, on ne trouve pas. Ce n'est pas possible. On va avoir ce problème dans chaque drama, les gars. Chaque drama, qu'on soit clair. Ça enlève rien aux qualités par ailleurs des acteurs. Celui-là, je l'ai pas vu dans grand-chose, celui qui lui fait son visage me disait quelque chose, mais alors, où je l'ai vu? Bah moi, dans sa filmo, très honnêtement, je l'ai jamais vu nulle part. C'est parce qu'il a un physique qui te rappelle un peu les méchants de Princess Agents, tu vois. Ah, peut-être, ouais. Il aurait pu figurer dans la galerie des bâtards, tu vois. Tu le voyais très bien dans une galerie de bâtards. Ah, il dépareillerait pas dans une ça galerie pouvait être un frère de Nini aussi, ça passait aussi, si tu veux, c'était jouable. Non, effectivement, en plus, je l'ai vu dans rien d'autre, je confirme, mais je sais pas. Il a une bonne tête de bâtard dès le début, on fait... Alors, il a de bonnes raisons d'être un bâtard, quand même, et ces bonnes raisons sont liées à notre général, donc Wallace Chung, qui n'est pas un enfant de cœur pour autant. Enfin, je veux dire, il est droit dans ses bottes, mais ça reste un guerrier. Et des fois, il fait des saloperies pour éviter des combats encore plus sanglants, pour machin. Il n'est pas étranger à une certaine forme de politique, de palais, d'intrigue. Ça peut avoir son importance par rapport à sa relation à la nana. Et puis alors, la situation militaire entre les différents royaumes qui se foutent sur la gueule. Parce qu'il n'y a pas que leurs 2 royaumes à eux, il y en a d'autres autour. Voilà. Ce serait trop simple. Royaume combattant. Alors, c'est du what the fuck de A à Z. Clairement, on s'en fout. On s'en fout de qui domine qui s'allie contre qui et machin. À un moment donné, on a... On va même pas essayer de vous faire une carte géopolitique, on vous le dit tout de suite. Alors là... On s'en contre... oui. Aucune importance. Et je suis même pas sûre que pour le scénario, ce soit très important non plus. Je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit, allez, on s'en fout, what the fuck. Ils ont jeté des dés en disant, alors, qui c'est qui se bat contre qui? Dans quelle scène est-ce qu'on peut mettre Wallace Chung à poil? Attention. Dans quelle scène peut-on mettre un ventilateur? Je dirais que c'est ça le plus important. Ah oui. Parce qu'il y a quand même une accumulation de ventilateurs. Et on va le mettre tout de suite dans les trucs qui sont les plus insoutenables dans ce drama. Parce que, alors, on va dire un certain nombre de trucs énervants, mais pourtant, encore une fois, on le recommande. Et on le recommande, vraiment. Mais c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs. En fait, il faut le prendre avec une bonne dose d'humour. Ah, ben, tu peux que le prendre comme ça. Je te soit dis, ça, soit tu passes à côté et tu ne le regardes pas. C'est pas possible. Ah non, mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'en même temps, il est bizarrement fascinant dans sa what the fuckerie. C'est exactement ça. Non, mais c'est aussi parce que c'est vrai qu'il y a des scènes ultra croustillantes, ne nous mentons pas, enfin bon, voilà. Il y a une vraie tension sexuelle entre les acteurs et leurs personnages, voilà. En gros, on est venu pour ça, voilà. C'est pour ça qu'on vous le recommande et qu'on lui passe spoiler va être joli. Enfin, là, quand on va arriver à la partie spoiler, vous pouvez préparer le cri en chœur avec les Lucasfilms, que vous l'ayez vu ou pas. Dans les trucs qui sont insupportables, bien qu'ils aient mis des moyens sur ce drama. Ah oui, les costumes. Les fonds, punaise. Mais les fonds. Les incrustations. Les incrustations de fonds. Tu sais, qui sont sur un fond vert, machin, ils ont mis un truc, mais je sais pas. Et cette CGI est épouvantable, et le pire étant, je vais la passer tout de suite, alors. Oui, vas-y. C'est collector. La scène Tarzan, mais je n'ai toujours pas compris, et il y a aucune... Alors pourtant, il y a un bon moment là-dedans, il y a un truc, il y a un baiser, un machin, mais quand ils te l'attrapent pour faire, je ne sais pas, sur ce fond de cascade qui sortirait du livre de la jungle, et qui te l'attrapent sous le bras, et qui sont là, que c'est même pas physiquement possible d'être là, à se faire des lianes sur des... D'ailleurs, pourquoi fait-il ça? On ne sait pas. Non, mais on sait même pas à quoi est raccroché la liane. Je pense qu'elle descend directement d'un nuage. C'est une tyrolienne, je ne sais pas. On ne sait pas. Il fait comme le roi des singes, il saute de nuage en nuage. On ne sait pas ce qu'ils font. Je ne sais pas. Mais c'est surtout que... C'est alors là, pour le coup, c'est là que tu te dis que l'actrice, ça va pas. C'est-à-dire qu'elle a zéro expression sur son visage. Moi, je suis désolée, tu m'empoignes, machin, tu me fais le coup de la tyrolienne et je me demande à quoi est raccrochée la liane. Ça se voit sur mon visage que je flippe ma race. Ah bah moi, je hurlais, je fais caca dans ma culotte. Enfin, je veux dire, des signes extérieurs de flip, tu vois. Ah non. Elle est juste en train de se demander où elle a mis sa boîte à couture parce qu'il va falloir qu'elle rafistole sa manche. C'est juste ça. Zéro expression. La boîte à couture. Je crois que ça lui arrive tous les jours qu'un mec la chope et se suspende à une liane
rattaché directement au ciel, au paradis, je ne sais pas et tout. Oui, c'est un bout de Jack et son haricot géant, je ne sais pas, et qu'elle se balade au-dessus d'une gorge comme ça, de cascade, de machin, que tu tombes, tu meurs. Ah mais soit elle prend des drogues, soit je te dis c'est que la chirurgie esthétique ça va pas parce qu'il y a zéro. Enfin, c'est même ridicule parce que tu vois vraiment son visage à ce moment-là et puis elle est décontractée. Bon lui il est content, il a la fille sous le bras tout ça puis bon c'est Wallace alors de toute façon il serait suspendu à un haricot magique, tu le trouverais formidable. Mais là quand même c'est juste pas possible. Ça moi, je pense qu'elle s'est peut-être auto-hypnotisée à la sitar parce qu'au bout d'un moment à la sitar je n'en pouvais plus. Hein. Ça aussi ça fait partie des trucs insupportables en ce qui me concerne. Et c'est quand même le gros pitch du truc parce que c'est vrai que c'est de la stratégie militaire à base de notes de musique hein, quand même. Il faut le préciser. C'est vrai que là, tu peux le mettre, c'est dès l'intro. C'est vrai que ne craquez pas sur les premières minutes parce que c'est vrai que tu as un combat avec alors un marigot, hein, c'est vraiment une rivière asséchée, mais tu te dis bon, avec un pont que pas bien grand, je veux dire franchement. Et là, il t'explique que tu as une ville assiégée avec une espèce d'armée de dingos et ton héros, il arrive masqué. Alors oui, il est là, tu vois, ne serait-ce que dans ses yeux, tu sais que tu vas voir un bon personnage parce qu'il y a quelque chose dans le regard. Donc pourtant, il est masqué, tu vois que dalle. Mais t'as le duel des deux mecs qui vont se mettre sur la gueule pendant le reste de ta série. Hein. Ça n'est pas possible, quoi. C'est-à-dire les cascades de chars, de machin, de trucs. Et d'un coup arrive une inondation... que ça pourrait être Moïse qui l'aurait provoqué, que ce serait pareil. Et sur fond de musique de sitar, parce que elle a eu son bulletin météo, tu vois, la stratège. Donc, du coup, elle est capable de prédire que l'eau va emporter l'ensemble. Elle marche mieux que les applis qu'on a aujourd'hui avec tous nos satellites et machin. Ah, puis je te dis, plus fort que la mer Rouge, quoi. Elle est branchée avec les grenouilles, les escargots, tout ce que tu... Voilà, un perclus de rhumatisme, je sais pas. Elle avait une grenouille dans un bassin, tu sais, elle se montait à l'échelle, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'on te la vend comme un stratège militaire. Ce qu'elle est. Ah, il faut reconnaître que c'était vraiment la valeur ajoutée. Ah bah pour une fois, t'as pas une fouteuse de merde rayon de soleil quiche à souhait. Hein, ça, ah non, non, c'est bon. C'est pas la Pixie Girl de service. Ça, c'était agréable. Et on l'a pas nommé encore. Hein. Donc, tu l'avais appelée Sitar. Bon, c'est Bai Ping-Ting, son nom. Son nom veut dire blanc, elle est en blanc. Hein. Ça va beaucoup porter du blanc. Elle sera beaucoup en blanc. Et face à elle, donc, alors, notre chouchou, Chou Beidier, joué par Wallace Chung. Et il y a donc celui qui était son patron et propriétaire, en fait, parce qu'au début, la boîte est la plus grande stratège du monde, que tout le monde s'arrache, que c'est un vrai enjeu, parce qu'en plus, son papa lui a fait mémoriser un livre de stratégie militaire elle est seule à détenir ses secrets, qui est un MacGuffin hein, qui va arriver plusieurs fois dans l'histoire. Bon, quand finalement elle condescend à livrer ses secrets militaires pour sauver la vie de son mec, tu te dis pourquoi ils se sont battus pendant tout ce temps-là pour ces secrets militaires. Genre t'as 3 proverbes du style bien mal acquis ne profite jamais. Tu vois, ça a l'air tellement anecdotique que... Enfin bon. Mais l'application qu'elle en fait, par contre, est vraiment intéressante. Alors c'est vrai que cette première scène de cette ville assiégée où tu la vois arriver à fond de cale, rentrer, la garnison à l'intérieur qui est tenue par Ressia, je crois il s'appelle. C'est Ressia. Ressia, voilà. Son maître, il est amoureux d'elle, il lui fait la demande en mariage la plus pourrage du monde. Enfin bon bref, ça se voit pas qu'il est amoureux d'elle, on va être honnête. Hein. Ah non, pas à ce moment-là. Beaucoup plus tard, ça se voit qu'il est obsédé par elle, mais amoureux d'elle... Il s'y est pas bien pris, on va dire, jusqu'à présent. Le mec, il l'avait sous le coude pendant tout ce temps-là. Franchement, c'est pas le roi du pécho, lui, hein, non plus. Hein. Ce qui est bizarre, parce qu'après, il arrivera à emballer une reine, hein, quand même. Mais enfin, bon, bref. Et donc, elle arrive. Genre, ils sont 8000 mecs. Et puis, notre chouchou, notre général, là, il est avec je sais pas combien de dizaines 100 000. 100 000, voilà, c'est ça. Comment te dire que le pronostic... Tu sais, c'est comme une manif estimée par... la CGT et les services de police. Oh, nous partîmes 500 et par un front renfort. Nous vîmes 100 000 en arrivant au fort. Et donc, du coup, elle arrive, elle lui dit non, t'inquiète, ouais, vous êtes dans la merde, mais j'ai ma sitar, j'ai mes rhumatismes qui me parlent, on va gagner cette bataille. Et là, le mec, il dit ouais, j'y crois. On commence à jouer de la sitar pour booster le méchant, qui va se bastonner donc justement dans ce face-à-face improbable, on dirait du Tekken mauvais, enfin c'est juste impossible. En attendant, la crue du siècle
qui arrive de nulle part et qui balaye une bonne partie de l'armée de notre chouchou. Tu dis qu'il y a un barrage sur le Yangtze qui a sauté juste avant, quoi. C'est ça, en fait. Hein. C'est un lâcher d'eau. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. Et donc, du coup, c'est là que... Elle se tient sur les remparts et c'est là que notre chouchou, qui, à mon avis, a des yeux de lynx, d'aigle, enfin, ce que tu veux, quoi. Oui, il a tout... La repère. Oui, mais c'est pas tout de suite que c'est... Mais il va le savoir très, très vite. Hein. Au moins, t'as que pas c'est trop elle. de Ouais, dès la deuxième rencontre, il va savoir que c'est elle, la gamine qui l'obsède depuis son enfance. C'est assez malsain quand même, hein, la façon dont il réagit à partir du moment où il l'a identifié. Même, enfin, je veux dire, il se met en porte-à-faux vis-à-vis de la cour, vis-à-vis de son empereur, enfin de son roi. Il est complètement irrationnel. Je te dis, le mec, ça fait des années qu'il mène les armées de son royaume, qu'il fout la pâtée à je ne sais qui, machin. Hein. Enfin, il est très très haut placé dans la cour. Et là, d'un seul coup, on dirait un gamin de 5 ans à qui on veut piquer son jouet, en fait. Bon, mais non, mais parce qu'il est frustré, ça fait des années qu'il se garde plus au pour elle. Donc là, ça y est, il faut lui mettre la main dessus, dis donc. Il n'y a pas moyen, hein, vous me laissez mon jouet, hein, c'est quoi le délire et tout. Enfin bon, bref, donc ça peut être un peu malaisant. Oh, il le fait quand même avec une certaine classe, hein, il faut le dire. Hein. Oui. Bon, encore une fois, on est dans tout début, donc on peut vous le placer. C'est vrai que quand il se la récupère, il sait qui c'est. Bon, lui dis pas, hein, au fait, je suis le petit garçon que t'as. Ce serait trop simple, penser donc. Donc pour elle, c'est l'ennemi qu'elle cherchait à abattre depuis je sais pas combien de temps, puisque c'est l'ennemi de son patron, et puis voilà, donc bon, forcément, elle va pas se laisser faire, hein, elle lui est forcément hostile, mais genre, il arrive à la ramener sous le bras, il la dépose dans une famille de son royaume, en disant, bon, bah les gars, je viens la chercher dans 3 jours, vous en occupez, c'est votre fille adoptive, vous vous en occupez dans 3 jours, et si elle se barre, je bute toute la famille. Alors ça fout un peu la pression. Du coup, comme elle est gentille à la base, bon, bah, elle accepte de pas se barrer, mais elle comprend pas exactement son histoire de 3 jours, et en fait, tu découvres par la fille de la famille qu'il y a un rituel dans ce royaume qui fait que normalement, c'est comme ça que tu fais pour ta fiancée. Tu as déjà la demande en fiançailles, et 3 jours après, tu vas chercher la mariée. Bon, il faudra pas 3 jours pour essayer de fomenter un coup, parce que c'est vrai que bon, il y a le côté, ils se sont rencontrés dans l'enfance, hein, ce classique-là qu'on n'aime pas toujours, toi et moi. Ça passe, hein, ça passe à peu près dans celui-là. Ça passe parce que ça t'est dit dès le début. J'aurais pas aimé que ça ressorte, tu vois, au bout de 25 épisodes, du « Ah bah oui, on était prédestinés parce qu'on s'est rencontrés. » Enfin bon, au moins, lui, il le sait tout de suite. Non, c'est bien tissé dans l'histoire. Et puis ça explique son comportement aussi. Oui, ça explique son... Mais ce qui est chouette, c'est qu'on a une dyade dans la force, on pourrait le dire, puisqu'ils sont tous les deux présentés comme 2 stratèges extrêmement intelligents. Ils vont se retrouver souvent l'un contre l'autre, parfois volontairement, parfois involontairement, c'est-à-dire qu'ils savent pas qu'ils sont en train de se battre l'un contre l'autre, et c'est répété plusieurs fois, que ce soit de manière vraiment militaire ou de manière intellectuelle dans des jeux du style stratégie échec en tout cas. Et c'est vrai que c'est non seulement une union très charnelle et très physique, yes, mais c'est également une union intellectuelle réussie, passionnante, si tu veux. Ah oui, il y en a pas un qui est pas au niveau de l'autre. Ils sont vraiment à égalité. Bah c'est des âmes sœurs. Hein. Et elle lui dit très rapidement, quand il lui offre une cithare, justement, il lui offre une cithare au début, et elle dit bah c'est dommage qu'on soit ennemis parce que sinon tu serais mon âme sœur. Ah, donc nous forcément on achète, hein. Tout de suite. Oui, parce que ça n'est pas du Star Wars. On prend moins de risques, on va dire. Moins de risques d'être déçus. Et c'est vrai que les scènes où ils s'affrontent, alors soit qu'ils le sachent, soit qu'ils le sachent pas, moi ça fait partie des scènes que j'ai préférées. Bon, j'adore les scènes où il y a la tension sexuelle et ils jouent au jeu du chat et de la souris, etc. Mais les scènes où ils s'affrontent par armée interposée, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon parce que elle est vraiment à son niveau et ça fait monter la tension sexuelle encore plus. En fait, ça fait monter les enjeux, parce que ni l'un ni l'autre n'est un boucher, en fait. Ils veulent épargner leurs propres troupes, mais en même temps, ils veulent gagner, et en même temps, lui, il veut la conquérir, et elle veut lui échapper. Enfin, c'est vraiment chargé, et ça fonctionne très très bien. Ça s'insère complètement dans leur relation de couple, aussi bizarre que ça paraisse, et ça lui donne vachement de piment, donc ça, j'ai trouvé... Et puis, j'ai trouvé tous les moments où on illustre l'intelligence... des 2 personnages, c'est bien parce que elle, c'est vraiment une stratège, elle est hyper intelligente, mais c'est pas une badass dans le sens où elle fait pas de kung-fu, elle fait pas de... Tu la verras pas sur le champ de bataille en fait, hein, pas du tout, c'est pas sa place. Donc ça, c'était rafraîchissant aussi. Elle se met parfois en première ligne sur certains trucs hein, quand même, hein. Elle va quand même payer de sa personne à certains moments, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est pas une guerrière. Elle est badass autrement, mais elle est badass autrement parce qu'il y a des moments dans sa vie où elle va vraiment
Tu vois, contre tout pronostic, elle va réussir à s'en sortir, etc. Mais c'est pas une planquée non plus. Ah non, elle est vraiment courageuse. Mais c'est vrai que c'est important ce que tu dis avec l'histoire de Pimenté, parce que en fait, ils ont vraiment plaisir à mesurer leur esprit l'un à l'autre et à se... Et c'est quelque chose que je pense qu'on apprécie toutes les deux, qui renforce notre amour du personnage masculin, mais c'est que il respecte son intelligence et il l'aime pour ça. Et si elle arrive à le battre, mais il est trop content, il est trop fier d'elle en fait. Il est fier. Il est super fier. Il est stimulé par son intelligence. Enfin, on voit que c'est une des raisons pour lesquelles il aime cette femme, c'est que elle lui plaît par ses idées, quoi. Ah oui, c'est pas juste parce qu'elle est physiquement intelligente, elle est intelligente tout court en fait. Et ça c'est... Et elle est courageuse parce que plus d'une fois, soit pour sauver une armée, une nation, soit pour le sauver lui, elle va prendre super cher. Donc elle a le courage de ses convictions aussi. Et lui, c'est un homme de conviction, c'est un homme qui est quand même vraiment droit dans ses bottes, qui a vraiment le respect de ses armées, et c'est quelque chose qui lui parle, même quand ça en fait des ennemis, parce qu'elle est loyale envers son ancien maître, elle est loyale envers son ancien royaume. C'est quelque chose qu'il peut entendre, même si c'est source de frustration pour lui, et qui augmente son respect pour elle. Donc ça, c'était intéressant aussi, de voir que dans cette relation ennemi à amant, le fait qu'ils soient dans des camps opposés, à aucun moment ça va saper le respect qu'ils ont l'un pour l'autre. Non, puis ils vont jamais essayer de changer l'un ou l'autre. De toute façon, ils s'aiment comme ils sont. Et ce que tu disais avec la loyauté de la fille, lui, il est pareil. Il est loyal aussi envers l'État, le royaume qu'il a recueilli a priori au début, mais on va c'est un peu plus compliqué. Et puis, ils vont être loyaux l'un vis-à-vis de l'autre, même des fois dans des situations qui sont a priori intenables, puisqu'ils sont d'obédience qui sont contrairement opposées. Des fois, ça les met vraiment dans des situations hyper délicates, mais ce sont des gens qui ont vraiment le sens de l'honneur, et ça c'est très très chouette. Et puis, très rapidement, je pense que lui, il a compris que... Elle a mis un peu plus de temps, mais lui, il a compris que leur amour à tous les deux, c'est un peu comme une diète dans la force, effectivement, se place au-delà des allégeances politiques, de la géopolitique, de ceci, de cela. C'est encore plus fort que ça transcende tout le reste, en fait. Et ça, c'était plutôt chouette. Et c'est là que j'ai apprécié, moi, par rapport à nos pauvres teubés de The Rise of Phoenixes, c'est-à-dire que quand, justement, on parlait des loyautés, quand des fois, ils se retrouvent en situation où tu devrais faire un serment inviolable parce qu'ils sont ennemis, donc oui, tu n'auras pas fréquenté avec ce salaud qui est pas de la même nation, qui a tué mes machins, etc. Ils se mettent pas dans une situation où va falloir qu'ils violent le serment et où tu te dis, ah bah d'ailleurs, c'est foutu pour mon OTP, alors ça va pas marcher. Et donc, qui évite d'avoir des situations catastrophiques comme ce qu'on a pu avoir dans certains dramas, comme dans The Rise of Phoenixes, quoi. Ouais. Ça m'énerve, ça. Quand oui, ça c'est chiant. Mais l'entourage du gars, c'est compliqué parce que celui à qui il rendait compte, c'est le roi de son royaume, qui au début voit vraiment cette union d'un très très mauvais œil, qui essaie de l'arrêter à plusieurs reprises. Même si, il y a quand même la valeur ajoutée du fait qu'elle connaisse ce manuel de stratégie militaire que personne d'autre ne connaît, en fait, puisque le manuscrit a été brûlé, tout est dans sa mémoire. Et puis de son côté à elle, il y a quand même les amis d'un autre roi. Alors déjà, il y a son maître, le vilain Scrush, qui à un moment donné la fout dehors parce que quand même sa famille est morte. Elle a aussi sa meilleure amie qui s'est mariée dans le royaume, disons, des steppes, des mecs qui ont des grandes nattes, qui vivent dans des yourtes, quoi, en gros. Et quand elle est réfugiée chez sa meilleure amie, une fois que son ancien maître l'a dégagée, parce qu'il doutait de sa loyauté, justement, elle lui dit « Je suis tombée amoureuse de Chubeiji, je sais que je devrais pas l'aimer, mais je suis tombée amoureuse de lui, et je vis un enfer, quoi. » Mais à partir du moment où les troupes du général vont essayer d'envahir le royaume des steppes, machin, où elle s'est réfugiée, elle va prendre le commandement stratégique de l'armée du royaume des steppes. Et c'est la première fois, ils vont se retrouver... Alors, la deuxième fois, si on compte la crue et le siège de la Louse, là, machin, du tout premier épisode. Et c'est la première fois que vraiment, ils vont se retrouver sur plusieurs épisodes. Et là, c'est passionnant parce que, tu vois, elle met un truc en place, il met en place une contre-stratégie, il connaît bien son environnement. Il a oublié d'être con, le mec, hein. Il est pas général pour rien, tu vois, juste pour ses beaux yeux. Qui sont très beaux, pareil. Physiquement, je trouve qu'ils vont bien ensemble en plus tous les deux. Ils sont vraiment beaux tous les deux. Il y a une vraie alchimie entre eux, encore une fois. Ah, c'est pas mon association préférée Wallace Young, mais... je pense que Too Late to Say I Love You avec oui, c'est sa meilleure partenaire. Hein. Ah ouais, Ils ouais, ont ouais. deux rôles ensemble et oui, je peux... Et donc du coup, ça c'était vraiment chouette, quoi.
tous ces affrontements. Alors après, il y a une scène... c'est-à-dire que dans ce moment-là où ils sont l'un contre l'autre, elle pense aussi, même si elle sait qu'elle l'aime, elle pense aussi qu'il a essayé de la tuer parce qu'il y a une espèce de malentendu. Non, c'est à ce moment-là qu'il y a des nombreux malentendus. Au moment où elle est sur la route de l'exil, en fait, après avoir quitté le royaume où elle avait grandi, puisque son maître, Villainous Crush, l'a dégagée, elle se réfugie avec des gens des steppes, et là il y a des troupes du royaume de Wallace Chung qui arrivent pour essayer de la buter. En fait, ils ont été commandités par, alors je sais plus si c'est par la Bitch ou par le roi. Par la Bitch, non, parce qu'il y a une Bitch de compète aussi, par contre, folle. Qui était dans The Rise of Phoenixes. Oui, et qui fait ça très bien. Elle fait ça très bien, elle fait la Bitch très bien. Ah, c'est une des top Bitch que tu peux trouver. Elle n'apprend jamais, elle ose tout. Et alors, elle ose plus que celle qu'on a d'habitude, j'ai envie de dire. Oui, alors là, aucune dignité, aucune vergogne. Toujours est-il que les assassins qui sont envoyés pour tuer l'héroïne lui disent « On a été envoyés par le général ». Donc elle est persuadée qu'il a cherché à la tuer. Du coup, quand elle l'affronte pour le compte du royaume du cheval, là, elle l'aime, mais en même temps, elle se dit « Ce bâtard, il a essayé de me tuer et tout ». À un moment donné, le quiproquo est levé quand ils se retrouvent en face-to-face. Dans une grotte. Dans une grotte, avec un ventilo. Toutes les grottes sont équipées de ventilos en Chine, c'est dans bien connu. Une des scènes les plus what the fuck de cette série, c'est dire... Mon Dieu. Mais la plus mémorable, où là tu sens qu'ils ont voulu mettre... On a des acteurs physiquement intelligents, est-ce qu'on peut les mettre à poil? Jusqu'à quel niveau peut-on les mettre à poil? Nous, on est pour, hein. Nous, on vote. Je crois que c'est l'épisode 11 ou 12, un truc comme ça. C'est par là. Ce sera marqué. C'est à la fois ridicule et sexy en diable. Ah faut le faire. Popcorn, c'est-à-dire que là, oui. En plus c'est porté par le magnifique thème principal. Et très très beau le thème. Il est très très beau, que vous pourrez retrouver à la fin en petit bonus. Et non, c'est vrai que le thème il est magnifique. Et donc c'est porté par ça. Et ouais. Que dire de cette scène? La scène de la grotte. Parce qu'on a plein des scènes de grotte. Et c'est vrai qu'en général, les scènes de grotte sont rarement décevantes. C'est comme les salles du trône. Dans Star Wars, on s'entend. Parce qu'il y en a trop des salles du trône dans les dramas chinois. Mais pour les scènes de grotte, c'est vrai qu'on en a une première où déjà t'as ça commence un bon rapprochement entre les personnages. Ouais. Il veut pas la lâcher, il est blessé. Il est souvent blessé, mais elle aussi. Donc c'est vrai que ça fait partie des côtés un peu répétitifs. C'est pour ça que 62 épisodes était-ce bien nécessaire. Je crois qu'il y en a au moins 3 des scènes de grotte, parce qu'il y en a une autre où ils sont complices à ce moment-là et où ils partent en cosplay. Oui, ils partent en cosplay. C'est plus tard, où ils se vieillissent avec des effets maquillage, honnêtement. Ah, ça c'est... oui. Elle lui fait pas de la chirurgie esthétique, mais elle maîtrise le contouring. Ils sont mignons d'ailleurs, un petit vieux. S'ils vieillissent comme ça, tu dis ça restera un beau couple jusqu'à la fin, quoi. Elle était choupie cette scène-là. Mais du coup, c'était un triptyque de grotte avec une apothéose de grotte au milieu. Ou alors là, oui, alors le mec, il est pas bien, il est malade, machin. Faut-il s'en occuper? Yes. Et alors, t'as toujours la technique de la grotte. Mettons-nous à poil devant un feu. C'est pour se réchauffer. C'est la technique approuvée, totalement logique. Mais alors là, le ventilateur, on va se dessape. Non. D'un seul coup, on dirait une pub pour des bijoux ou un parfum. Dior, j'adore. Tu sais, moi, j'étais morte de rire. Ah bah, une pub pour des cheveux, pour L'Oréal, pour Pantene, pour ce que tu veux. Enfin, c'est juste... Alors, le mec, il est en train de clamser, mais il comprend bien qu'elle est en train de se dessaper. Alors, tu sens qu'il y a un regain d'intérêt de la part du mec. Oh attends, faudrait pas que je perde le truc. Et c'est vrai qu'il y avait toute la question du nom aussi, parce que, normalement, tu changes pas de nom quand tu te maries. Dans nos personnages chinois, ils gardent leur nom de... La fille garde son nom de jeune fille, finalement. Mais comme à un moment, elle était rattachée à sa maison et qu'il fallait cacher le fait qu'elle était l'ancienne stratège pour que ce soit accepté dans le royaume, à un moment, il lui avait proposé, parce qu'elle refusait en plus de donner son nom, il avait dit « Oh, bah c'est bien simple, si tu me donnes pas de nom, je vais te nommer. » Et évidemment, il l'a nommée Chou, je sais pas quoi, parce que donc, du coup, elle devenait membre de sa famille, quoi, de son clan. Bon, elle voulait garder son nom, elle y tenait particulièrement. Et au moment de la grotte, comme elle se fout à moitié à poil pour essayer de le sauver et de le réchauffer, elle lui dit
Ah bah, à partir de maintenant, tu peux m'appeler Chou, je sais plus quoi, Chou Ping-Ting. Donc, voilà, j'ai pris le nom. Ils ont pas encore couché, mais elle a pris le nom. Elle était partante, là. En fait, lui, dès le début, il considère qu'elle est sa princesse consorte, en fait. Parce qu'il est prince, il est général et il est prince. Et est-ce que c'est sa princesse consorte? Alors qu'au bout des 3 jours où elle était dans la pauvre famille qui avait rien demandé, il va pour faire la cérémonie du mariage, elle empoisonne la tenue du général. Super, ça. Elle s'empoisonne elle-même. C'est une super scène. Ah bah, toute la série dans la famille qui a rien demandé. Tout ça, c'est tout au début, hein, encore une fois, dans les 3-4 premiers épisodes. Hein. Il y a plein de trucs bien dans cette série, quand même. Ah, tu bouffes, hein, là. Hein, il y a de quoi bouffer, là. Alors là, c'est vrai que t'as du plaquage de lit, du machin. Et effectivement, c'est ce truc où elle donne l'impression qu'ok, elle a accepté son sort, elle va épouser, contrainte et forcée, ce mec qui est son ennemi, alors que t'as la bitch derrière qui tambourine à la porte. Laissez-moi rentrer, c'est mon mec et tout. Alors, la bitch est mariée avec l'empereur, hein, qu'on se le dise. Faut le savoir. Mais elle est amoureuse du général. Oui. Et donc, bizarrement, elle continue quand même à avoir des vues dessus, tu vois, elle est déjà prête à aller commettre l'adultère, ce qui les foutrait bien dans la merde, il faut le dire. Ah oui. Mais néanmoins, elle a ces vues-là, et elle veut pas supporter l'idée qu'il puisse se marier avec une autre. Et bon, lui, visiblement, il s'en fout, hein, parce qu'il a choisi la nana. Et donc, quand elle pense qu'elle a accepté son sort, elle dit, ok, donc la tradition de ce royaume, c'est, je dois faire une tunique à mon époux. En plus, ça tombe bien, elle est dans une famille de teinturiers ou de marchands de soie, enfin, de fabricants de soie, je pense que c'est ça le truc. Et donc du coup, elle prépare avec ses blanches mains et toujours l'expressivité qui la caractérise, une tunique fleurie du meilleur effet, hein, mais où tout lui va à Wallace, hein, donc oui, il pourrait mettre n'importe quoi. Sac et patate, ce serait pareil. Ah ouais, c'est clair. Et donc elle lui enfile ça, le mec il est tout content, il dit oh c'est bien, j'ai eu ma petite tunique, et en fait bah tu vois que ses lèvres commencent à changer à la fille, elle est passée d'un coup au violet, parce que c'est toujours la marque, ton rouge à lèvres violet veut dire que tu t'es fait empoisonner, parce qu'au moment où elle a mis la teinture, bah forcément elle s'est empoisonnée elle-même, puisque ça fait façon tunique de Nessus, le truc te contamine, et donc ils sont en train de crever tous les deux, ils sont sauvés grâce à la magie de l'acupuncture à la dernière seconde, et il était prêt à crever pour être sûr qu'elle soit soignée d'abord aussi. Mais c'était super cette scène. Mais il y a plein de moments qui sont vraiment top. Hein. Vraiment top, parce que peu de temps avant, quand il la retrouve, avant le coup de la liane, oh yo yo, tu vois, il y a quand même un baiser volé et elle le mord. Il y a cette espèce d'échange de dialogue où il sait pas encore que c'est elle, il devine et elle joue de la sitar, putain, la sitar au secours et tout. C'est leur première confrontation verbale en fait. Et c'est une joute, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'affronter par armée interposée, ils peuvent s'affronter en jouant aux échecs. Il y a plusieurs jeux d'échecs d'ailleurs, il y a une scène fantastique dans la deuxième partie de la série. Oui, qui est pourtant pas la meilleure moitié. Hein. Ouais, non, c'est en plein milieu du ventre mou, mais alors cette scène elle est... Oui, elle est très bien. Il y a un gros ventre mou au milieu de la série où elle fait un truc qu'on verra dans la partie spoil, qui moi m'a hérissé le poil. Je ne comprends pas la logique derrière ce qu'elle a fait. Enfin bon, bref, c'est pour ajouter de l'angst et 10 épisodes dans ta gueule. Ouais, cette partie d'échec où en fait il va la reconnaître grâce à la stratégie qu'elle applique aux échecs. Parce que c'est une partie d'échecs à l'aveugle, ils vont se reconnaître mutuellement à travers les stratégies qu'ils vont appliquer aux échecs. Parce qu'ils ont déjà joué aux échecs en physique avant. Et ça, j'ai trouvé ça super fort. Parce que déjà, de toute façon, à chaque fois qu'ils affrontent leurs esprits, je trouve ça génial. Et en plus, là, ils se connaissent tellement bien qu'ils ont réussi à se reconnaître comme ça. Ah, je trouvais ça super. Ça, c'est beau, ouais. Ah, cette scène, c'est une des plus marquantes, j'ai trouvé, de la série. Il y a une scène de sitar que j'ai bien aimée. Parce que je sais, si la sitar, comme t'as dit, t'en pouvais plus. Il y en a une avec Force Ventilo, là, quand elle est en prison au début. Ah ouais. Condamnée à tuer. Là, c'est ridicule. Mais moi, celle que j'ai adorée, c'est celle au moment où justement c'est elle qui essaye de le pécho et que lui veut pas. Et donc elle joue de la sitar pour lui faire, c'est son chant d'amour. Hein. Donc c'est l'appel de la nature, c'est la sitar de la séduction et du désir. Où tu vois un peu comme tu vois les chattes sur un toit brûlant en train d'hurler pour avoir leur mâle. Et là elle est là en train de faire sa musique. Et tu vois le type, il reste non, je résisterai, je ne sortirai pas, je ne répondrai pas à mes pulsions. J'ai trouvé ça bien cette scène de sitar aussi. Bah, oui, parce que pour une fois c'est elle qui essaie de le séduire et c'est elle qui va vers lui. Parce qu'il est quasiment toujours dans le rôle de celui qui pourchasse. Et là, pour une fois, c'était l'inverse. Et ça, c'était vraiment intéressant. Ça marquait une nouvelle étape dans leur relation aussi. C'était important que ce soit elle, à un moment donné, qui aille à sa recherche à lui. Et pour en revenir à ce que tu disais quand elle joue de la sitar en prison,
dans la première partie, là, à cause du roi qui veut les séparer, qui refuse de les marier et tout. Alors, lui, il est sous la pluie, à entendre la cithare à l'extérieur de la prison, comme un gros con, il est là, machin. Hein. Et ce que j'ai bien aimé, moi, c'est sa coiffure à elle, parce qu'elle m'a rappelé Isabelle Adjani dans La Reine Margot. Elle a un visage un peu comme ça, avec des grands yeux, un nez tout fin, tout petit, tout mignon, et puis des grandes lèvres, etc., avec les mèches noires qui reviennent devant, comme ça. Ça m'a trop fait penser à Margot, en fait. Bah ça m'a plu. C'est complètement aléatoire, hein, comme référence et machin, mais moi, ça m'a frappé à ce moment-là, donc ça m'a fait plaisir. Je trouve que ça lui va bien, cette coiffure. Mieux que quand elle a what mille trucs dans la tête, ou pire, la coiffure de la dernière scène, dont on vous parlera dans la partie spoiler, bien sûr. Alors là, ça lui va pas du tout, mais bon. Oui, bah, je suis pas pendant que tu es dans les coiffures, ouais, c'est toujours très bien, mais je ne valide pas complètement le port de la tresse. Ah non, c'est pas la perruque qui lui va le mieux. Mais non. Je te dirais que son autre perruque, où au lieu d'avoir un chignon sur la tête, il a une espèce de demi-couette qu'on dirait qu'il a un étron sur la tête. Il n'y a pas d'autre mot. C'était pas le choix le plus heureux non plus. Hein. J'ai pas fait attention à ça. Ah bah moi ça m'a fait marrer. C'est vrai? Mais c'est dans quelle coiffure qu'il a ça? C'est souvent quand il est en militaire où en fait, au lieu d'avoir un chignon complet bien resserré, il a la partie arrière, un bout de queue qui fait une boucle comme ça et on dirait un boudin sur la tête. Ah bah écoute, j'ai pas fait attention. Moi associer Wallace et boudin dans la même phrase, ça n'est pas possible. Car ça n'est pas un boudin ni un thon. Voilà, c'est tout. Donc bah moi ça m'a fait marrer. Oui, mais après toi tu remarques des fois des chaussures alors qu'il n'y a pas de raison de regarder les chaussures de The Wolf. Non mais on était deux à avoir bugué. Est-ce que tu regardes les chaussures de Wallace Chung? La réponse est non, quoi. Surtout le nombre de fois où on le met à torse-poil parce qu'ils y sont quand même allés, hein, parce qu'entre la grotte, bon là régalez-vous, un plaisir d'offrir, joie de recevoir avec les images que je vous diffuse en ce moment. Et il y a quand ils se retrouvent aussi dans le camp de bataille là, quand elle arrive à passer les lignes ennemies et qu'elle le retrouve, où il faut le soigner. Encore une occasion. C'est toujours... C'est l'impression qu'ils essayent de te le blesser exprès pour te le coller à poil, quoi. Ah, mais oui, puis elle est sur le moment Florence Nightingale, tu vois, pour créer du lien, c'est quand même... Donc oui, effectivement, tu le vois vraiment blessé, il a morflé. Moi, j'ai beaucoup aimé cette scène parce que tu vois la compassion sur son visage à elle. Au moment où elle est en train de le soigner, elle a mal pour lui, et lui, la voit... Oh bah, et là, ils m'ont tout amoché, mon mec, là. C'est pas possible. Mais lui, il la voit éprouver de la compassion pour lui. Je pense que c'est un des moments où il comprend qu'elle l'aime vraiment, en dehors du fait qu'elle a traversé les lignes ennemies au risque de sa propre sécurité pour venir le sauver. Et elle est très très belle cette scène, alors du coup, bah, lui ça lui donne des idées. Oui, elle est très très belle cette scène. Et il l'embarque et ça devient, ce qui était tendre, devient sexy. Attends, on est en spoiler là? Non, on n'est pas en spoiler, donc d'accord, on ça ne dira va, pas comment ça se termine. Non mais de toute façon, chaque scène est sexy, enfin, oui, du moment que tu colles Wallace avec la nana, n'importe quoi va venir par devenir sexy à un moment ou un autre. Ah quoi. Oui, mais ça fait partie, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on aime tellement cette série en fait. Parce que bah oui, ça fonctionne vraiment. On lui pardonne beaucoup de choses. Beaucoup. Tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver les trucs les plus alambiqués pour te dire que oui, je valide cette série, alors que il y a plein de choses qui vont pas, mais parce qu'il y a quelques moments hyper sexy et quelques moments qui sont bien trouvés. À un moment, il y avait une scène dans la forêt de bambou là où il y a leur cahute là, où ils sont plusieurs fois. Il y a des jolies scènes là-dedans aussi. Et il y a une phrase qu'elle prononce qui est il est beaucoup plus difficile en fait de vivre que de mourir. Ça a l'air de rien, hein, c'est pas du Confucius non plus, mais je veux dire, c'est agréable pour une fois qu'on valide ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de courts-circuits qui sont faits des fois avec nos personnages où on nous les bute, hein, ne serait-ce que dans Star Wars. Mais néanmoins, le fait est que par rapport à une rédemption ou avec un chemin de vie, c'est là qu'on te montre que il y a plus de courage à rester en vie et à affronter la vie quotidienne que à t'évacuer un personnage. C'est un truc qu'un bouddhiste pourrait dire, hein, par exemple. Donc ça me choque pas. Surtout qu'il y a des moments où l'un comme l'autre, ils auraient peut-être aimé mourir au lieu de souffrir, parce qu'il y a de l'angst et de la souffrance. Leur vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, c'est sûr, ça devient une telenovela quand même, à un moment où ah, t'es mort, t'es pas mort, c'est qui est mort, ah non, il est plus mort. C'était le moment où c'était too much. Pour moi, la qualité baissait, j'avançais encore plus de trucs, et puis alors, tout le truc secondaire avec le Villainous Crush qui drague et qui épouse une princesse d'un autre royaume encore, qui va foutre sa merde, et qui doit affronter la cour de ce royaume-là, machin, pour s'imposer, lui qui est un étranger, qui...
J'ai zappé d'une force. Et il y en a plein des scènes comme ça. Moi, il m'a vraiment déçu, ce Villainous Crush, parce que je l'ai pas compris dans le sens où, encore une fois, au début, quand tu vois les personnages, il y a aucune tension sexuelle entre lui et la nana. Tu le sens pas intéressé du tout. Et comme tu dis, le moment où t'as la déclaration dans la calèche, genre ils sont dans la calèche, elle vient de l'aider à gagner une bataille et lui fait je vais t'épouser. Ça envoie du rêve. Non mais vraiment, t'as l'impression que c'est pas une idée qu'il a eu avant, quoi. Tu vois, c'était un truc comme ça au débeauté. Elle est visiblement emballée par cette proposition. Vraiment, son œil est encore plus vide que d'habitude. Et là, tu te dis bon, d'accord, ok, c'est censé être un triangle amoureux. Ouais. Et il lâche l'affaire assez rapidement, en fait, d'aller la récupérer ou pas quand elle est il reste vaguement mais ça met un moment à venir. Et il y a un moment où, effectivement, il la récupère et tu dis, ok, ça y est, ça va redevenir intéressant. Mais comme tu dis, entre-temps, il a été marié. Il dit, alors, comment ils vont nous jouer ça ? Pareil, il y a un moment où tu te redis, ok, ça peut être chaud patate parce qu'il peut insister pour l'épouser, pour avoir la deuxième concubine, machin, et dire, on va avoir de la bitcherie, hein. Et ça retombe encore comme un soufflet. Je sais pas si c'est dans l'écriture, si c'est dans le jeu de l'acteur. Je trouve qu'on n'y croit jamais vraiment. On a juste l'impression qu'ils sont sentis de l'écrire parce que c'était écrit comme ça. Mais il y a rien dans le jeu, la mise en scène qui te fait croire à cette histoire, je trouve. Alors je pense que une des raisons pour lesquelles ça fonctionne pas aussi, c'est que contrairement à la relation entre le général et l'héroïne, où très rapidement on te dit que dès le deuxième épisode, je crois que le général il a tombé amoureux d'une petite fille quand il était gosse et il épouse Raquel et il comprend tout de suite que c'est elle et toi aussi. Tu comprends beaucoup plus tard par le biais de flashback que le Villainous Crush, en fait, il est tombé amoureux de la gamine quand elle a été recueillie dans sa famille en tant qu'esclave, la gosse en fait, l'héroïne, et qu'il l'a aimée depuis qu'elle est toute petite parce que tu revois des anecdotes et des machins. Mais ça arrive trop tard. Effectivement, à un moment donné, il apprend qu'elle est morte, alors il est triste, mais bon, il passe à autre chose, puis de toute façon, il continue sa vie, il continue sa vie, poursuit sa princesse, elle redevient vivante. Là, d'un seul coup, il est obsédé, il peut plus la lâcher, ou machin. C'est super space en fait, ça ne fonctionne pas. Ça marche pas, ouais. Jusqu'à la fin, alors là, après on en reparle dans la partie spoil, mais alors là aussi on est dans des trucs improbables, donc alors là on n'est plus à ça après, mais à la fin le final est à l'image de l'ouverture, voilà, c'est du what the fuck. C'est pas possible. On va peut-être passer à la partie spoil d'ailleurs. Bah oui, du coup. Allez, on va parler ça fait déjà 1 heure, alors allons-y. Allez, il couche. Oui, puis alors, plutôt deux fois qu'une fois. Ouais, c'est ça. Alors vas-y, c'est la fête, allez, on en profite, c'est la fête à la cafette. Ah non, c'est vrai que... Alors d'habitude, quand on dit qu'on est très frustré, comme vous avez pu comprendre déjà dans la première partie, là on n'était pas frustré là-dessus. Alors on n'a jamais été frustré sur ce plan-là. Ah non, franchement, alors il n'y a rien de vulgaire, on voit rien, etc. Mais c'est tellement bien amené que on adore, quoi. Ça fonctionne. Ils couchent tellement qu'ils ont un enfant, ils ont un petit garçon. Et ils couchent même après. Et ils couchent même après avoir eu un enfant, parce qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter en si bon chemin. Non, mais parce que souvent, comme on l'a dit, ça retombe toujours, c'est le vieux soufflet. Bon, là, évidemment, tu avais séparation. Donc, un peu comme dans 10 Miles of Peach Blossom, où même après le gamin, tu as des scènes chaud patates, parce que tu avais une séparation et des retrouvailles. Donc là, c'est vrai que nous les séparer pour des retrouvailles, why not si c'est pour nous donner ce genre de scène, parce que punaise. Quand il se rattrape. Alors par contre, tu vois, c'est ça que j'ai pas compris. C'est pourquoi, alors qu'elle était enceinte, qu'elle a réussi à échapper au Villainous Crush et à toutes les armées qui lui couraient après en passant par la forêt enceinte, soi-disant jusqu'aux dents. Je pense qu'elle était enceinte d'une pomme. Bref. Oui, elle a pourquoi jamais été après, elle refuse, elle se cache pendant 3 ans, il la croit morte. Elle se fait passer pour morte. Lui, il vit un enfer à croire qu'elle est morte. Et pendant ce temps-là, elle a refait sa vie avec son petit garçon et puis sa meilleure amie détresse, là, qui est elle aussi un petit garçon. Elles sont parties en mode Émile, la vie idéale chez Rousseau, tu sais, sans avec leurs gens à fabriquer à faire un moulin, un machin, enfin là, je vais faire une bergerie et puis je vais vendre du... Je vis tout simplement. Jusqu'à ce que la guerre les rattrape et que lui les rattrape aussi. Et c'est long, toute cette période où ils sont séparés. C'est long. C'est long, oui, c'est long, un soutien. C'est pour ça que je dis il y a 10 épisodes. C'est plus 10 épisodes, c'est trop long, quoi. C'est long, ouais. Tu sais que le mec, il est au bout de sa vie parce qu'il est quand même, il a visiblement fait des choix de coiffure qui lui vont pas du tout. Enfin, il s'est transformé en espèce de Robin des Bois, tu sais pas trop. Ouais, tenancier de bar. Casino, de bordel. C'est ça, il a un mulet
en fait. Je pense que les tresses, c'est l'équivalent du mulet dans un bar du fin fond de la Californie, tu sais, sur le bord de la route, avec des maquerelles qui essayent de le pécho et tout. Non, c'est pas possible. Pendant qu'elle fait son vin, qu'elle vit à la petite maison dans la prairie et tout, qu'elle élève son fils. Enfin, j'ai pas Alors, compris. théorie, est-ce qu'elle est désirée de partir pour protéger son gamin? Parce que du coup, c'était une mère, elle avait à protéger le fils. Et c'est quand même un truc qui revient régulièrement et qu'on a souvent dans nos dramas, que ce soit d'Empire ou machin ou du Général. C'est-à-dire, pour vivre heureux, vivons cachés. Et ils n'ont pas pu le faire, puisqu'à un moment, quand ils se sont mariés dans leur cabane en bambou, machin, et qu'ils voulaient prendre leur retraite, ils n'ont pas pu, ils ont été rattrapés par leurs compétences de stratège, et donc obligés de repartir dans les guerres et la politique, etc. Et comme lui, en plus, il a vaguement un destin, pas vaguement d'ailleurs, du coup, un destin politique qui l'attend, et qu'elle, elle veut pas ça, elle veut vraiment se retirer des voitures. Hein. Elle dit, oh, moi, je veux faire mon vin et vivre à la Cambrousse, tu vois, élever des chefs dans l'Ardèche. Et du coup, comme elle a son gamin, c'est moche ce qu'elle a fait. Mais c'était le seul moyen pour être sûr que le gamin, il ait une vie normale, en fait. Parce que du coup, sinon, il retrouvait... ça devenait le fils du prétendant au trône et futur prince, un machin. Et c'est vrai que ça reste jusqu'à la fin le problème, puisque quand lui est amené à devenir empereur, il y a ce moment où peut-être elle pourrait le requitter, ou ils pourraient se séparer, parce qu'ils doivent choisir entre une vie toute simple ou un destin politique. S'ils sont ensemble, ils devront renoncer à leur rêve d'une vie tranquille, en fait. Et lui, il n'ose pas exiger ça d'elle, et c'est elle qui dit non mais tant pis, on doit être ensemble. Et donc du coup ils deviennent roi et reine de son royaume à lui. Et c'est là qu'elle a la coiffure qui lui va pas du tout, la coiffure impériale en fait. Ça reste un beau couple impérial quand même à la fin. Ouais, mais là tu t'inquiètes, parce que est-ce que le premier acte ça va être d'abolir la polygamie? C'est pour se retrouver avec un harem à la con, avec comme des on a pu voir justement. Voilà, avec c'est peut-être le moment de placer la bitch, parce qu'elle est savoureuse la bitch. Oui, parce qu'en même temps qu'elle a le truc habituel des bitches qui est, elle a décidé que notre personnage masculin, peut-on lui en vouloir? Non. Serait celui qui a voulu pécho. Elle a pas eu le choix, elle a dû épouser l'empereur à cause de son bâtard de père qui a pas l'âge d'être son père. Ah non, c'est un mec du même âge avec des postiches gris, c'est pathétique. À mon avis, c'est Bai Ping-Ting qui lui a fait le maquillage. Il lui a fait un postiche à machin. Ça fait partie des trucs what the fuck, hein, là, clairement. Carrément. Pourquoi pas embaucher un vieil acteur? C'est parce qu'il manque dans les dramas chinois. Ils étaient tous occupés, ils avaient tous la gastro. C'est quoi l'histoire? Ça, j'en sais rien. Mais bon, voilà. Donc, le Premier ministre, forcément, il a placé sa fille en concubine. Et alors, bon, c'est une concubine. Il faut déjà qu'elle se débarrasse de la reine. C'est pas très joli. Et des princes, des deux petits princes. Oui, elle a buté les princes. Elle étouffe la reine sous l'oreiller. Je disais, on est à un niveau de psycho-bitch qui est quand même assez important. Elle va fucker la vie du héros qui veut pas d'elle, de toutes les façons possibles et imaginables. Elle te l'enferme, machin, elle te le torture. Enfin, embrasse-moi, je te libérerai. Plutôt crever que de t'embrasser, charogne. Bon, on a tous ces scènes-là. Qui sont assez croustillantes. Faut le dire. Ah ouais, non, mais ça c'est. Puis elle est bien. Elle est très bien. Elle est bien dans son rôle, la bitch. Ouais. Elle s'en sort très bien. Et puis t'as aussi quand même ce truc qu'on n'a pas trop souvent finalement dans nos dramas, qui est que comme elle n'arrive pas, il faut qu'elle ait un gamin pour asseoir son rôle, surtout quand la reine est décagnée et qu'il n'y a plus de prince en lice pour prendre le trône. Et elle décide de coucher avec le médecin. Séduit quand même un médecin, c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas. Bon, tu me diras, il n'y avait pas de médecin eunuque nécessairement. Mm-hmm. Donc elle arrive à se pécho le médecin pour qu'il l'engrosse. Ah, c'est sordide. Hein. Ah, c'est sordide. Tout au début, le médecin, tu vois qu'il a pas trop envie, donc limite c'est du viol. Et puis après, il y prend goût. Ça devient du chantage, donc c'est compliqué aussi. Oh là là, elle est vraiment, elle a zéro limite. Mais quand elle se jette à la tête du héros, mais comme une chienne en chaleur et tout, je me dis... Mais on peut pas lui en vouloir, foncièrement, nécessairement. Tu ne peux pas... Ah, j'avais honte pour elle. Oh non, moi j'avais honte pour elle. Ah oui, un peu de dignité. Ah oui, ouais, quand même, sûr. attends, t'es la concubine de l'empereur, tu te rends compte de ce que tu risques. Ah, sur un malentendu, tu sais. Mais c'est qu'elle aurait dû faire la technique habituelle de, je sais pas, de l'aphrodisiaque, d'encens aphrodisiaque, de la soupe aphrodisiaque. Non, mais ça, c'est les stratégies d'impératrice douairière, ça. C'est pas les stratégies de bitch. Oui, non, mais si, il y en a qui font ça, des bitches qui essayent de coucher avec le héros. Moi, j'en ai vu plein dans des intrigues de palais, qui arrivent à intoxiquer le mec, qui croit que c'est sa
nana. Donc du coup, il couchait avec, trop content. Et puis le lendemain matin, shocking, faut que je sois un homme responsable. Donc, quand c'est pas le coup des masques Mission Impossible dans Princess Silver, tu sais. Bah non, parce que ça marche pas à tous les coups, les masques Mission Impossible, mais les encens hallucinogènes ou les pilules hallucinogènes ou l'alcool, hein, tout simplement, Une valeur sûre, l'alcool, ça marche bien. Puis comme il est quand même souvent question d'alcool dans ce drama, c'est dommage si tu veux. Non, c'est vrai qu'elle a manqué son coup, si tu veux, mon avis. On avait une alerte à la beach avec la tenancière, bordel, la danseuse exotique du temps où il était en mode Robin des Bois avec ses tresses sur son bateau casino, là. C'est Robin des Bois. À un moment donné, elle fait sa beach et puis elle se rachète à la fin, donc ça va. Non, de toute façon, pour lui, il n'y a qu'une seule femme, c'est même quand il la croit morte, même au bout de 3 ans, il regarde même pas les autres, hein, il en a rien à foutre. Et non, parce qu'il est avec... en plus, il gardait son tableau, enfin, la peinture qui lui ressemble pas particulièrement, non, mais bon... Mais à la limite, c'est mieux, parce que souvent, les peintures te ressemblaient pas... ça aurait été une photo, tu vois, ça aurait été un peu trop la photo copier-coller, ça aurait... Bon, tu me diras, est-ce qu'on se soucie du réalisme historique dans cette série? Complètement. Mais tu sais à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser... Ça va me revenir, parce que... Écoute, je sais pas pourquoi, j'ai un souvenir d'un film avec... Le maître l'aime plus que moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est d'Angélique avec sa statue, là. Mais oui, c'est celui-là. On arrive toujours à sortir Angélique. Quand il a son harem et ça dans te fait une pas penser à ça marine, là, mais machin. C'est carrément Geoffrey de Perrac, c'est carrément cette scène-là. Et qu'il avait récupéré la statue... Mais oui. Quand il est pareil, c'était quand même un ancien stratège, noble, riche, etc. Obligé de se cacher, il devient le rescator là dans le fond de sa grotte. Avec son harem. À faire le Robin des Bois de la mer Méditerranée, avec son harem qui l'intéresse pas, parce que bon, il couche pas nécessairement, machin, etc., mais il aime bien être entouré de jolies filles, ou qu'il les utilise probablement dans ses trucs, et effectivement, il y a la statue d'Angélique, et ça le met, tu savais tout de suite de quoi je savais bien que sûr. tu allais me retrouver. Et c'est exactement ça, je suis même étonnée qu'elle lui ait pas dézingué son tableau, parce que finalement, t'avais du copier-coller avec cette scène. Une occasion manquée. Il est moins amoché que Geoffrey de Perrac, mais on n'est pas loin, hein, tu vois. Il est en dep. Mais alors, ça rend... Alors, épisode 53-54, pour ceux que ça intéresse, et à ce stade, on espère que ça vous intéresse, ça rend les retrouvailles sur la tombe supposée de l'héroïne particulièrement croustillantes. Il la retrouve, il est comme un fou, etc. Elle l'amène dans sa cahute, voilà. Il se rend compte que cette grande stratège, pendant les 3 années qui se sont écoulées, elle a appris à pétrir la pâte, à faire la bouffe, à balayer sa cuisine, à machin, enfin à vivre comme une paysanne, quoi. Et puis donc elle lui fait des nouilles. Ça, c'est un point commun avec Too Late to Say I Love You. Il aime les nouilles, voilà, je sais pas. Oh, nous aussi on aime les nouilles. Ah oui, Et donc du coup, à un moment donné, il lui demande s'il y a un autre homme dans sa vie. Elle lui dit oui. Il dit oui, forcément, t'es une femme tellement exceptionnelle. Il lui en veut pas en fait, il est juste triste. T'es une femme tellement exceptionnelle, j'aurais dû m'en douter, machin et tout. Et au moment où il va pour partir, tout dépité parce qu'il repère l'amour de sa vie, voilà. Elle lui fait, il s'appelle Trucmuche, il a 3 ans, son nom de famille c'est Chou. Et en fait, elle lui dit j'ai porté ton fils, c'est ton fils. Qu'il a déjà rencontré, à qui il a déjà sauvé la vie un peu plus tôt dans la petite maison dans la prairie, là. Et ça, c'était trop mignon. Alors, une fois qu'elle lui a dit ça, il l'attrape, il la plaque contre le mur et machin, ils se font des bisous de cinéma, les bisous à la Wallace, quoi. Et... tu vas pouvoir tellement il la plaque pas contre un mur, c'est plus fort que ça. Ouais. C'est contre la porte. Alors en plus t'as la porte qui bouge parce que c'est ces putains de portes à glissière, tu vois, à galandage, machin. Tu la plaques contre. Et alors les behind the scenes sont assez croustillants. C'est vrai que c'est hyper bien réussi, mais tu vois le nombre de fois qu'ils ont dû s'y reprendre pour que ce soit. Il faut un village pour avoir une scène qui te met la culotte en fond quand même. Il faut le dire. Hein. Donc parce que ils se sont beaucoup marrés sur leur scène. Mais le résultat, punaise. Ah ouais. Une des grandes qualités de ce drama, quoi. Je trouve que vers le dernier arc, quand ils se bastonnent, etc., qu'ils jouent leur va-tout une fois que le roi est mort et que il va certainement prendre sa place, etc., il n'y a plus vraiment de tension sexuelle après les retrouvailles. Ça, j'ai trouvé ça dommage. Il y a de la tendresse, mais il n'y a plus de tension sexuelle. Attends, il arrive à mettre de la tension sexuelle au moment où elle est inconsciente, où tu crois qu'elle va crever parce qu'il a dû faire semblant de lui transpercer le cœur, il est passé juste à côté. Sa convalescence se passe pas super bien là. Et à un moment donné, quand elle se retrouve à
poil dans son tonneau parce qu'elle peut pas avaler le remède, donc la toubib, elle dit à ce moment-là, elle va l'absorber par les pores de la peau, donc faut lui donner un bain. Et puis elle arrive pas à porter l'héroïne. Heureusement qu'elle lui a pas dit qu'elle pouvait l'absorber autrement, parce que je te dis pas, on partait sur de la nécrophilie. Bon, il y a une technique, mais oui, il n'y a pas pensé à la si technique. Mais non, ne serait-ce que lui ouvrir la bouche et puis et l'embrasser en le liquide dans la bouche. Ils y ont pas pensé, donc ils nous ont livré. Non, mais en plus, oui, parce que quand ils prévoient de la mettre dans le tonneau, comme tu dis, en plus, c'est 2 nanas. T'as la médecin et puis t'as l'assistante qui essaye de la transporter. Puis c'est vraiment littéralement un poids mort, hein, la fille. Hein, c'est un légume, elle bouge plus. Et ils essayent de la mettre dans le bain, ils y arrivent pas, elle est trop lourde pour elle, donc ça se casse la gueule. Lui qui guettait derrière, qui était inquiet, il ouvre la porte, il l'attrape, les 2 autres affolés, oh là là, mais ça n'est pas très décent, et lui, mais c'est ma femme, je fais ce que je veux, et il la met dans le tonneau. Oh, puis oui, il y a du coiffage. Il y a une séance de coiffage pendant qu'elle est en train de prendre son bain et qu'elle absorbe donc le remède à travers sa peau, etc. Il la coiffe. Et en sachant qu'ils n'avaient pas encore couché. Ils n'avaient pas encore couché. Ils l'avaient jamais vue toute nue. C'est déjà ma femme, ok. Il avait eu un aperçu dans la grotte au ventilateur, mais... oui, Elle n'avait pas tombé la chemise ni le pantalon de pyjama. Elle était en sous-sting. Ouais, c'est ça. Que là, elle est en tenue d'Ève et elle est tellement belle cette scène en fait, parce que dans l'absolu il y a rien de sexuel, mais c'est sensuel quand même. Parce que s'il y avait un truc sexuel, ce serait malaisant. Hein. Et comme tu l'as dit, elle est en mode brocoli à ce moment-là de l'histoire. Mais c'est mignon. Avec un chou, c'est pas grave d'être en brocoli. Manger des légumes verts, c'est bon pour la santé. 5 par jour. Avec chou. Non mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on disait qu'il peut avoir de l'alchimie avec un gant de toilette. C'est ce que je te dis, parce que à ce moment-là, il y a personne avec qui il joue là, hein, très clairement. Hein. Ça pourrait être du CGI, ce serait pareil. Hein. Ou une poupée gonflable, ça reviendrait au même, tu vois. C'est ça. Pour rester sur notre fil rouge. Ah bah c'est presque ça, hein, c'est presque une poupée gonflée, hein, parce que là elle bouge pas, il est là, il la coiffe, il s'occupe d'elle. Avec énormément de dévouement, c'est ça que tu vois, il est vraiment fou amoureux d'elle, quoi. En espérant parce qu'il fait tout pour essayer de la ranimer, et puis il espère pas avoir raté son coup, quoi, parce que c'est vrai que il est obligé de la buter devant toute la cour, donc ça aussi c'est une scène où t'as bien de l'angle, parce elle est bien, que le scène. côté transperce-moi le cœur, où tu vois en plus sur son visage la difficulté à faire ça. Allez, tout est bien réussi. Par contre, je tiens à dire que juste avant, l'hommage aux Ewoks n'était pas nécessaire. L'arrivée dans la cour de la nana avec son deltaplane. Oh mon Dieu. Encore du gros what the fuck. C'est quand même terrible cette série, parce que t'as des trucs quand même que nous on demande, on supplie à genoux dans chaque drama, on dit mais si tu traites très bien, mais pourquoi? Par exemple dans Le Loup, le dernier qu'on vous a présenté, on était là à dire pourquoi on n'a pas eu de la viande après tout ce qu'on nous avait teasé dans la gueule, toute la machin, il y a un moment, donnez-nous du matos quoi. Là t'as plein de viande, mais tout d'un coup tu te retrouves avec un chamallow ou un truc qui a rien à faire dans la soupe quoi. Et tu te dis c'est pas possible que ce... Je sais pas. Les Ewoks. Putain d'Ewoks. Putain deltaplane, quoi. Non, mais ça a pas de raison d'être là, quoi. Non, c'est comme la scène de Tarzan. Oh, mais ça sort de son... Bon, bref. Et puis la fin, la dernière bataille avec les tambours. Oh le what the fuck. Les tambours de guerre, ça c'est un grand classique, ça peut faire joli, mais bon, encore une fois, elle a zéro expressivité quoi qu'elle fasse, donc je vais le dire quand même, moi franchement ça me saoule. Elle a suffisamment de présence pour effectivement, comme tu l'as dit, c'est vrai, nous faire croire à cette histoire entre les deux, parce que le personnage masculin, bon vous l'avez compris, il est tellement séduisant que tu te dis non, il peut pas être amoureux d'une quiche, donc au moins on n'est pas en train de pas complètement croire à leur histoire, et des fois effectivement il y a de la lumière dans ses yeux, mais c'est vrai qu'elle soit en train de faire de la couture, de l'alcool ou de jouer de la sitar, elle a la même tronche, quoi. Donc, dans tous les cas, c'est un petit peu gênant. Et c'est vrai que cette scène où tu as le duel du début, donc tu as le serre-livre qui est repris avec, encore une fois, la fille entre les deux, quasiment. C'était un peu le cas avec la scène d'ouverture, où elle choisit de sauver son mec, donc elle tombe avec le vilaineux Crush uni dans la mort, là. Et à ce moment-là, il réalise que finalement, il aimait la princesse qui s'est sacrifiée pour lui et qui a sacrifié le gamin qu'elle portait de lui pour ses ambitions personnelles. Elle est très bien cette scène d'ailleurs, c'est une des rares que j'ai pas zappé entre eux. Oui, moi non plus, entre la princesse et... Enfin, la reine du coup, là, et le mec qui est devenu son prince consort.
Et donc ce moment où ils sont en train de tomber, fuck la gravité, mais bon, on est pas chinois. Donc ils sont en train de tomber, il a le temps le mec de réaliser, ah non finalement je fais une connerie, je dois réenvisager mes projets personnels, et il arrive à renvoyer la nana. T'imagines le truc? Il renvoie la nana d'un coup dans les bras de son chouchou bédier. Et lui, il tombe empalé sur le truc en mourant avec un sourire, because ma vie a du sens et je retrouve la femme que j'aime. Bon, à l'ultime seconde, il se rend compte que finalement, il aimait pas cette fille, il aimait pas vraiment cette fille-là, qu'il est tombé amoureux de son épouse. Ouais, de celle qu'il avait épousée par calcul, donc comme quoi... Ça marche pas, tout ça, la fin marche pas. Ah non, la fin ne fonctionne pas. Ils auraient pu l'écrire autrement. Très clairement. Ça aurait pas été difficile de l'écrire autrement en plus. Enfin, je veux dire, c'était dans leur corde. Mais voilà, c'est ça qui est frustrant dans cette série, c'est ce que tu as dit, c'est que t'as plein de scènes qui envoient du bois, mais vraiment qui sont ultra mémorables, que tu te repasses avec délice, voilà. Mais régulièrement, t'as du what the fuck, tu te dis, mais je regarde la même série, c'est la même personne qui a écrit le scénar, c'est la même prod, Oui, en plus, il y en a qu'un seul au scénar. À la prod, ou quoi? C'est ça qui a pas de sens, si tu veux. Je sais pas. Est-ce que le bouquin était mal foutu? Va savoir ce qui est du bouquin et ce qui est du scénariste, mais il y avait qu'une seule personne au scénario. Pas nécessaire, qui s'explique pas en fait. À un moment, t'as l'impression qu'ils ont essayé de fusionner deux séries différentes en fait. Au niveau du ton, au niveau de l'approche, au niveau des... mais c'est pour ça que c'est un miracle que t'arrives à adhérer avec tous les défauts qu'on mentionne, mais ça peut pas te laisser indifférent cette série. Mais ça explique que ça ait fait un tel carton quand c'est sorti, parce que vraiment, il y a énormément de gens qui adorent cette série, tout en restant lucide sur ses nombreux défauts, ce qui c'est notre cas en fait. Moi je pense que dès qu'on aura fini d'enregistrer, j'allais me refaire des scènes croustillantes en fait. Ah oui, puis là, je sais que dans le montage à regarder, ça va être plaisant. Ah ouais, c'est addictif. Je me réjouis déjà d'avance du montage, le fait est. C'est une drogue dure mais cheap par moment. C'est ça qui est très très curieux avec cette série. Ah, c'est sûr que ça fait appel à tes plus bas instincts. Mais il y a des scènes qui sont vraiment très très réussies. Je n'explique toujours pas complètement l'effet que m'a fait cette série. Si. C'est l'effet Wallace Chung. Je pense que ça doit se résumer à ça. Parce que c'est vrai que c'est tellement unique sa manière de prendre à bras le corps ses personnages et ses partenaires. Parce que c'est vrai que c'est souvent là que ça pêche, quoi. On croit pas du tout à la passion des fois au sentiment des... c'est vrai que c'est joué tellement avec un balai dans le cul que peut-être tu dis ok, bon, ils sont amoureux, bon, ok. Because le scénario nous le dit, tu vois, que là, non, t'y crois vraiment. C'est vraiment un très très bon acteur, parce que dans tous les registres, il peut vraiment tout faire, ce mec-là. Ah bah comme vous allez le voir au sein de notre hommage à Wallace Chung. Notre cycle. Ah oui. Qui va s'étoffer d'année en année. Bah forcément, parce qu'il y en a plein qu'on n'a pas encore vu, toi et moi. Juste tout ce qui arrive, qui est en post-prod... qui va arriver dans les 2 années qui viennent, on aura largement l'occasion d'étoffer ce cycle. Ouais, puis vous verrez que malgré des personnages très différents, et il arrive vraiment à faire vraiment des grands écarts entre des personnages qui sont, voilà, celui-là, on a dit, bon bah t'as un possessif, intelligent, guerrier, machin. Tu peux avoir des personnages beaucoup plus doux et moins agressifs, tu peux avoir des personnages hyper agressifs et hyper martiaux. Dans le même temps, il y a toujours effectivement cette constante du King of the Baiser. Ah oui. Il a vraiment des sourires et des yeux, tu vois, pour le coup, il y a de l'expressivité, quoi. Ah oui. Et dans sa manière, effectivement, de jouer vraiment avec tout son corps, quoi. Il est pas emprunté, il y va à fond, quoi. Il est très physique, puisque, encore une fois, il y a beaucoup de cascades, c'est lui qui les fait. Il est pas ridicule en général, tu y crois. Il a le charisme qu'il faut quand il fait les discours à ses soldats qui vont le suivre jusqu'à la mort. Ah ouais, moi je suis. Il me dit vas-y, on traverse le petit pont merdique au-dessus du Rio Grande. Je dis j'y vais. Je te suis, je couvre tes arrières. Ou je te précède par devant, c'est comme tu veux, mais j'y vais. Oh, je couvre les arrières, y a pas de problème. Oui, ça aussi, parce que c'est vrai que là, on le voit pas nécessairement, mais qu'il y a des choses extrêmement émouvantes dans ce qu'il fait là. Il y a d'autres séries où il est plus dans l'émotion, et il le fait également très très bien. Mm-hmm. Il a pas peur aussi de montrer des côtés vulnérables dans ses personnages. Mm-hmm. Là, je dirais que c'est peut-être moins marqué, parce que ça tient pas trop à son personnage, mais il y a des moments de... C'est pas un homme brisé. Le seul moment où c'est très difficile, c'est le moment où il la croit morte.
tu sens qu'il a sombré dans une forme de dépression et qu'il n'y a pas grand-chose qui l'atteint, et il va reprendre vie au moment où il croit reconnaître le vin qu'elle lui avait fait goûter, sa production. Effectivement, c'est bien ça. Il essaie de remonter la piste, mais elle lui échappe encore une fois. Le moment où il croit la reconnaître dans la partie d'échecs qu'ils font à l'aveugle sur le bateau casino, là, avec ce montage qui est un peu what the fuck, mais finalement ça passe bien, puisque tu as à la fois le placement des pions blancs et noirs sur un espèce de grand panneau, voilà. Alors là, ouais, l'imagerie du yin-yang fonctionne vraiment bien. Et dans le même temps, ils ont fait un espèce de visuel où en fait ce sont des hommes en costume blanc et noir qui se placent sur un échiquier géant, en fait. C'est un peu un hommage à la Kubrick, tu sais. Ouais, quand même, ouais, complètement. Au début, tu te dis, non mais les gars, quand même, là, c'était bien nécessaire. Et finalement, ça donne un cachet supplémentaire à cette scène que j'ai vraiment trouvé fantastique. Non mais c'est parce qu'il fait tout passer, je te dis n'importe quelle connerie, ça passe. Parce qu'elle, elle est toujours en blanc, comme tu l'as dit. Oui, elle est liée à l'eau, elle est liée à la lune, à la musique. Alors pour le coup, elle, c'est vraiment les énergies ultra féminines. La compassion, douceur, même si elle a une intelligence qui lui permet d'avoir une action martiale, militaire, etc. Et lui, il est très très yang, même s'il est habillé en noir. C'est ça qui est extrêmement, vraiment masculin. Le mâle alpha, général, possessif, dans la saisie. Et ça fonctionne très très bien. Et en plus, il y a ce moment où ils se connaissent très peu au début, où il dit « Je jure sur la lune que je n'aimerai aucune autre femme que toi ». C'est le serment ultime de jurer sur la lune, c'est très très curieux. Et la lune, c'est elle en fait, enfin, c'est son symbole à elle quelque part. Donc, il y a vraiment des moments très 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 jolis aussi à ce niveau-là. Ouais, jure sur la lune, c'est joli. Oh, ne jure pas la lune, cet astre inconstant. Ça n'a pas porté bonheur à certaines personnes dans cette citation massacrée de Roméo et Juliette. Mais là, ce sera pas Roméo et Juliette. Soit il y a un moment, tu t'es dit, ça peut pas bien se terminer. Toi, t'as cru vraiment que ça partait en tragédie, parce qu'en plus, c'est un drama historique, entre guillemets, du Ferboussia, mais ils sont en costume, et souvent, c'est vrai que les histoires... Alors, quand c'est historique, ça se termine très très mal. Ça pue, ouais, c'est sûr. Bon, là, c'était pas le cas, donc t'avais quand même une chance que ça se termine bien, à part quand c'est The Rise of Phoenixes, mais sinon, on a bizarrement un happy end. Bon, alors, de contes de fées, En même temps, c'est vrai que, comme on disait quand on échangeait toutes les deux, c'est vrai que ces deux personnages ensemble, tu te dis, si tu les mets les deux ensemble, c'est les rois du monde, quoi. C'est les rois du pétrole, les deux. Ah ouais. C'est clair. Les autres royaumes à côté doivent trop serrer les fesses. Je dis, les gars, maintenant on peut plus les faire chier. Royaume de machin, c'est fini là, terminé. Ils sont intouchables, quoi. Après, avec toutes les histoires militaires qu'on vous épargne, finalement, ils ont pacifié toute la région, et c'est des relations de paix avec tous les royaumes alentours. Donc le fait que ce couple, si intelligent, si beau, si jeune encore, puisse s'installer sur le trône, ça garantit une paix durable dans toute la région, en fait. Tout le monde va bénéficier de leur installation sur le trône. Mais moi, je dirais que c'est quand même une fin pas tout à fait de conte de fées, dans la mesure où ce pouvoir, cette richesse, cette visibilité, ils n'en voulaient pas. Et c'est ça qu'ils ont dû sacrifier pour le bien commun, en fait. Leur rêve de couple, leur rêve de vie anonyme, c'est vraiment le gros sacrifice qu'ils ont fait, au final, pour assurer le bien commun, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas refuser tes responsabilités à un tel niveau. À partir du moment où tu as une conscience, tu as un sens de l'honneur, et dès le début, on a dit que c'était leur cas à tous les deux, ils ne pouvaient pas refuser cette responsabilité. Oui, mais sacrifice minimal, dans la mesure où ils sont ensemble. Ils sont ensemble, ils sont vivants, ils ont leurs gamins, ils en auront certainement d'autres, mais ça, l'histoire ne nous le dit pas. 2017, la loi de l'enfant unique, c'était encore d'actualité ou... Je pense, c'est c'est assez récent. Qu'ils ont juste un petit garçon. C'est pour ça que, oui, si tu te retrouves avec ce truc qui est complètement absurde dans nos dramas, où ils ont qu'un gamin quand ils sont dans les trucs historiques. Tu te dis, pas possible ça. Le roi qui en avait deux avec son impératrice, du coup, ils ont tous dégagé, tu vois. Voilà, c'était la loi de l'enfant unique. Ils se disent, on va nettoyer tout ça, ça fait chantier. Ça peut passer quand t'as plusieurs épouses, effectivement, parce que souvent, tu remarqueras, limite, ils ont maximum 2 enfants par épouse, si tu veux. C'est ça, alors que c'était pas... C'est le cas dans, par exemple, The Rise of Phoenixes. Ils ont tous des mères différentes, les princes. Oui, il y a juste le prince héritier qui a sa sœur, là, la princesse casse-couille, là, mais souvent ils ont quand même tendance à nous coller un garçon parce que ça reste... Le trône, oui. Faut pas qu'il... Le choix du roi, Jamais royaume de France ne tombera en queue
quenouille, tu vois, là, c'est pareil. Donc... Sur les fins de séries, c'est assez rare que tu te retrouves avec ils ont une petite fille. Ça arrive, mais c'est pas si fréquent que ça, tu vois. Par exemple, il y a le cas dans Love and Destiny, parce qu'ils se sont dit on va pas faire exactement comme dans 10 Miles, hein. C'était ouais, qu'il lorgnait fortement. Quand on a des enjeux moins importants, comme dans Oh My Sweet Liar, où forcément sa nana dont il est red dingue, il va l'avoir en mode mini-moi. Donc ils ont une petite fille. Oui, mais c'était une famille tellement progressiste quelque part. Voilà, exactement. C'est pas étonnant et je suis encore une raison d'aimer Oh My Sweet Liar, justement, qui nous ait fait une petite fille à la fin et pas un petit garçon. C'est vrai que c'est souvent que tu termines avec le garçon quand même. Donc encore une raison de dire vive Oh My Sweet Liar, quelle petite bulle de joie qu'on n'a pas si souvent, hein, parce que tu vois, on n'en a pas replacé une comme ça depuis un moment. Et après, t'as les trucs en suspension, on peut laisser deviner, qui accessoirement font exploser les ovaires, comme quand Yeroi dit à Bai-chan, donne-moi un deuxième enfant. Comme ça, tu pourras replacer le gif. Mais bien sûr, mais oui, mais parce que c'est vrai que comme on dit, voilà, t'en as pas énormément qui sont aussi doués dans les bisous. Ouais, c'est vraiment lui, Wallace, de manière la plus persistante, hein, parce que c'est vrai que quels que soient les dramas qu'on vous proposez, à chaque fois il y a des bonnes scènes de bisous et t'en as pas qu'une. Ah non, ils sont généreux là-dessus, mais je te dirais que embaucher Wallace, très généreux, Wallace, et ne pas placer ça dans un drama où t'embauches Wallace, embaucher quelqu'un d'autre, ça sert à rien. C'est blasphématoire. Non, il est pas bon que pour ça, mais c'est vrai que je serais très... Je serais très colère, moi, qu'il ne nous colle pas. Parce que là, ça s'appelle du clickbait, hein, à ce stade, hein, de la trappe couillon. Enfin, couillonne, en l'occurrence. On s'est pas fait couillonner sur celui-là. Non, vous ne ferez pas couillonner non plus si vous faites abstraction du what the fuck, ou au contraire, si vous embrassez le côté what the fuck de ce drama, en vous disant, voilà. On va embrasser Wallace, ça c'est sûr. Embrasser, faites la queue, c'est bon. Oui, c'est le mot-clé de ce drama, embrasser. Oui, non, mais le mec, il ouvre un kissing booth, il aurait pas déjà son épouse millionnaire, t'inquiète, hein, il le deviendrait sans aucun problème, hein, le garçon. Non, valeur sûre, et comme tu l'as dit, qui n'a pour l'instant pas d'âge. Dans son dernier drama, il est encore très très bien, il n'y a pas une ride, tout va bien. Il peut encore faire office pendant longtemps, et comme tu l'as dit, on a encore plusieurs dramas à placer. Peut-être qu'à la fin de notre cycle, on fera un top. Ah oui, ça, ce serait bien. Un top des bisous, Wallace. Ah oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un classement. On n'est pas très fan des classements, toi et moi, en général. Mais là, je dis qu'un classement bisous de Wallace s'impose. Après un cycle Wallace. Et puis, ça vous permettra peut-être de mettre votre pierre les uns et les autres. Enfin, les unes, j'ai envie de dire surtout. Et les autres... Alors, est-ce que vous connaissez Wallace ? Est-ce que vous ne demandez qu'à le découvrir suite à l'épisode ? Bon, sachant qu'en plus, il y a pas mal de ces dramas qui sont sur Rakuten Viki. Donc, pour les sous-titres en français, c'est quand même chouette. Et sur YouTube dont celui-là, en fait. Il est sur les deux. Il est sur YouTube et sur Rakuten. Faites-vous plaisir. Ah non, faut pas passer à côté. Hein. Puis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous aimez votre Wallace. Est-ce que vous avez peut-être votre scène préférée ? Alors, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou à nous dire votre drama préféré. Qu'on alimente un petit peu the thirst dans les commentaires. Oui, là, faut y aller, hein, comme la bitch, sans aucune vergogne. Ah oui, pas de honte. Hein. Mesdames et messieurs, hein, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison. Oui, mais pour l'instant, les garçons sont assez discrets, j'ai envie de te dire, sur tout ce qui est drama, donc... Ouais, mais peut-être qu'il y a un effet Wallace Chung qu'on ne soupçonne pas encore. Moi, je leur recommanderais d'aller regarder Wallace Chung, ne serait-ce que pour s'inspirer, parce que... S'inspirer de sa franchement, technique. C'est les talons d'or. Franchement, tu peux pas faire mieux. Enfin, c'est pas possible. Il emballe comme personne. Mais il emballe comme personne. Il est beau, objectivement, mais il est pas beau comme certains de nos acteurs chinois. Il est pas éthéré, il est incarné. Voilà, exactement. Il fait pas gravure de mode nécessairement, si tu veux. Il est plus charnel, il est plus sensuel, il est plus présent. Il a une présence qui est plus palpable, on va dire. Je veux bien palper la présence de Wallace. J'aurais dû me douter que je te tendais un baobab avec ça. Mais tu me tends un baobab si tu veux. Ah non, mais écoute. Une knacky, c'est deux paquets de knacky, comme ça tu pourras les replacer. Ça va donner du bon cycle, hein, moi je te le dis. Là pour le coup. Je pense qu'on s'est pas trompé de client là. Non, mais on va surtout avoir beaucoup de mal, et moi ça a été le cas aujourd'hui, tu vas avoir beaucoup de mal à s'exprimer, parce que c'est vrai qu'à un moment c'est juste, tu devrais parler en onomatopée, tu sais, avec... Voilà. Retrouvez-nous
très bientôt sur un autre drama consacré à Wallace, notre star. Je pense que là... On en tient un bon, là. On en tenait déjà beaucoup. Ah oui, mais là, moi, ça a été une conversion immédiate. Wallace... J'achète. Pourtant, je ne suis pas dans le public cible, a priori, même si, comme tout le monde, j'apprécie une romance, voilà. Je me suis beaucoup rincé l'œil sur l'actrice, je ne vais pas vous mentir. Elle joue peut-être mal, mais comme elle est physiquement intelligente, il y en avait pour moi aussi. Voilà, c'est pour ça, les garçons, n'hésitez pas à regarder et à apprendre la technique de Wallace, si c'est pas déjà fait. Ah bah, il lui donne toujours des très belles partenaires, et puis il les met très bien en valeur, j'ai envie de dire. Non, c'est vrai, c'est ce que t'as dit, elles sont obligées de réagir quand t'as ce truc-là en face de toi, tu vois, un peu comme un Adam Driver, j'ai envie de dire. Oui. Et ben forcément, ça finit par émuler, à mon avis, le meilleur de la partenaire en face, parce que tu peux pas être... Ah bah tu peux pas être en mode bout de bois. J'ai une seule exception en tête pour l'instant. Tu penses que tu dois penser à celle à laquelle je pense. Ouais. J'avoue, la pauvre, enfin le pauvre en l'occurrence, il a fait ce qu'il a pu, mais ce sera pour une autre fois. Et ce sera pas le prochain. Non. Et donc, on vous dit à très très bientôt pour encore une dose de Wallace. Triple dose. À très bientôt. À très bientôt. On les adore, nos amoureux, ils sont trop beaux. Y'a Wallace Chung qui embrasse comme un dieu. Pour de vrai, quand il emballe sa dulcinée, il fait tout cramer. C'est vraiment le roi dans les C-dramas.